Cette vidéo est un re-upload, elle n'est pas super récente, mais elle a été transférée à partir d'une autre chaîne et retravaillée avant d'être republiée. Une deuxième partie a carrément été ajoutée à la vidéo d'origine. Bonjour monsieur et madame vous, aujourd'hui je vous parle de la graphologie. La graphologie, c'est une étude non scientifique qui permet de déduire la personnalité, le caractère et la psychologie d'un individu. Un peu comme le langage corporel, la graphologie permettrait en fait d'obtenir des informations cumulatives sur les traits d'une personne grâce à son écriture. Il y en a même certains qui utilisent la graphologie comme méthode d'embauche additionnelle complémentaire aux méthodes traditionnelles qu'on connaît. Par contre, en général, c'est super controversé comme étude. Sauf que moi, j'aime ça, les affaires bizarres comme ça, et je trouve ça super intéressant. Fait que je vais voir avec vous les différentes hypothèses. C'est une étude que moi, on peut dire que je ne connaissais pas. Ben en fait oui, mais c'était dans mon subconscient très loin parce que je connaissais vraiment pas ça dans l'actualité d'aujourd'hui. Mais quand je suis tombée sur le sujet, sur des articles qui parlent de la graphologie, en faisant d'autres recherches vraiment pas rapport, ça me remémorait un enseignant que j'avais quand j'étais adolescente. C'était un enseignant du français et je me souviens qu'il utilisait cette méthode. Il l'a utilisée, il a fait allusion à plusieurs reprises dans ses cours afin d'étudier, d'analyser, si on veut, le caractère de ses élèves de par les textes qu'on lui remettait. Et je me souviens qu'il en avait fait allusion aussi directement, mais subtilement. C'est comme deux antonymes, mais vous comprenez ce que je veux dire? Non. Genre, il en a clairement fait allusion parce qu'il essayait d'incorporer ça dans ses cours, mais c'était pas du tout au programme, donc fallait pas trop que ça se sache parce que je crois qu'il se serait fait réprimander. Donc, il faisait subtilement. En tout cas, fait que là, je me suis souvenu que je connaissais déjà ça, mais en fait, non, parce que je n'ai retenu absolument aucune corrélation de ce que ce professeur avait enseigné. Donc, je pars à neuf aujourd'hui, je me souviens d'absolument rien. Fait qu'on va voir ensemble les différentes hypothèses qui sont déduites à partir de notre forme d'écriture. On y va! Peut-être allez-vous pouvoir tester votre propre écriture tout au long de ma vidéo. Premièrement, sachez que c'est pas du tout la même chose parce que c'est souvent confondu qu'une expertise en écriture qui est utilisée comme dans une enquête afin d'identifier à qui appartient telle écriture et non pas d'en déduire la personnalité. C'est pas du tout la même chose. Les expertises d'écriture, c'est pour avoir une comparaison avec l'écriture de la personne pour pouvoir vraiment prouver que c'est telle personne. Donc c'est vraiment pas du tout pareil. Le terme graphologie a été créé vers 1868-1870 par un prêtre français. Et oui, ça viendrait de l'Europe. Il existe ce qu'on appelle plusieurs signes graphiques qu'on regarde dans une analyse. Donc je vais vous les lire. La forme, la pression, la vitesse, la dimension, la direction, la continuité et l'ordonnance. Et il y en a qui osent même carrément appeler ça des équivalences d'empreintes digitales. Ça va loin là. Vous trouvez pas ça excitant? Ça serait tellement cool qu'il puisse y avoir éventuellement des corrélations à faire avec l'écriture parce que je le remarque sur moi-même, j'écris jamais de la même façon. Mais là, je sais que tout le monde va dire ça, mais moi c'est genre vraiment vrai puis à l'extrême. Genre, j'ai aucune signature sur mes documents, sur mes cartes qui est pareil, vraiment très différente. Il faut que j'essaie de me concentrer à toujours signer d'une même façon afin de faciliter genre toutes les transactions futures et tout, afin d'éviter des problèmes qui pourraient survenir. Mais sinon, je ne signe jamais pareil. J'ai aucune constance et quand j'écris des textes, des phrases, tout dépendamment d'une journée à l'autre, d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre, tout dépendamment quel crayon j'ai, quel papier j'utilise, un paquet d'affaires, je vais jamais écrire pareil. Je vais faire des minuscules, des majuscules, des barres sur les T comme ça, des barres sur les T dans l'autre sens. Je fais absolument rien qui fait du sens, quoi. Je change toujours. Je peux écrire super droit au carré. À un moment donné, ça me pointe, ça me tente d'écrire en italique. Écoute, c'est... Des fois, j'écris en italique mélangé avec du droit dans le même mot. Ouais, c'est ça.
Fait que je serais vraiment curieuse de voir mais qu'est-ce que ça veut dire sur mon cas. Et j'ai passé énormément de tests de personnalité en tout genre parce que j'aime bien ces choses-là. J'aime ça tester plein d'affaires, puis j'aime ça me tester, tu sais. Fait que j'en ai fait des vraiment très sérieux, dont le test MBTI, et j'aimerais savoir comme si ça fait du sens avec le test d'écriture graphologique que je pourrais passer. Mais bon, ok, je m'éloigne, je poursuis, parce que je suis sûre que vous avez hâte de savoir comment ils font les analyses. Comme je disais, les signes graphiques qu'ils appellent peuvent cependant varier d'une fois à l'autre, même s'ils sont écrits par la même main. Parce que en fait, on écrit selon notre état, selon les circonstances, donc c'est directement lié à nos émotions. Donc, ça se peut que le résultat d'une analyse soit un résultat temporaire, si c'est ça qu'on veut obtenir, tant mieux. Mais sinon, il faudra recueillir beaucoup de textes écrits de la même personne à des moments ou dans des circonstances différentes pour pouvoir avoir vraiment des résultats d'une analyse concrète. Une petite précision, la technique ne permet pas de préciser l'âge ou le sexe de la personne. En Europe, il existe même plusieurs écoles de graphologie. Au Canada et aux États-Unis, c'est très peu utilisé en fait, selon mes recherches. Cependant, je sais qu'il existe quand même au Québec une association qui s'appelle l'Association... Non, c'est pas une association. En fait, c'est une société. Ça s'appelle la Société des spécialistes en graphologie du Québec. J'ai pas été voir plus loin, mais je sais que ça existe. Bon, outre le fait qu'on puisse en apprendre plus sur une personnalité, il y a un argument important qui est souvent mentionné concernant l'importance de développer cette technique, c'est que ça pourrait permettre d'identifier certaines maladies. Ouais. Comment? Parce qu'on écrirait selon notre état. Donc, on aurait un langage corporel, émotionnel qui se transmettrait dans l'écriture. Ce n'est pas tous les types de maladies. Je vais vous citer une liste que j'ai trouvée qui permettrait supposément de déceler les signes de ces maladies-là. Donc, il y aurait la maladie de Parkinson, la maladie de la Corée, pas comme le pays, là. Ça s'écrit avec un C, CH, mais je sais pas c'est quoi, j'ai pas été voir. Sinon, beaucoup de maladies pathologiques comme la dépression, la bipolarité, la paranoïa et les TOC. Donc les troubles obsessionnels, compulsifs, et aussi ça permettrait de distinguer peut-être la dysgraphie ou la crampe de l'écrivain. Bon, vous irez voir sur Wikipédia si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est toutes ces maladies. Je vais juste vous dire que c'est un argument. Les gens aimeraient beaucoup s'en servir afin de trouver des indices au niveau de la santé. Sauf que je pense que c'est pas près d'arriver parce qu'en 2007, donc pas si longtemps, il y a la CIA qui a quand même déclassé un document. Là, je vais pas dire n'importe quoi, mais j'essaye de l'expliquer en mes mots. Ça se peut que je me trompe, mais c'est pas très grave. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas pris au sérieux. Donc, la CIA aurait déclassé un document à cause de sa non-scientificité parce que les analyses de la graphologie ne concorderaient pas avec les tests de personnalité, exemple du MBTI que j'ai parlé tout à l'heure. Puis de ce que j'ai compris, les analystes auraient aussi eu accès à des informations qui auraient pu les influencer, comme l'âge ou le sexe de la personne. Donc il n'y avait aucune corrélation réellement qu'ils ont pu faire entre les résultats, les analyses et puis ce qu'on sait déjà des personnes, t'sais. Ok, en gros, dans une analyse de graphologie, ce qu'ils vont regarder, c'est la mise en page. Et la mise en page comprend L'étude de la position de la signature en rapport au texte, l'étude des marges, donc si tu laisses une marge au bord de ta feuille ou pas, puis combien, puis quand, puis où, l'ordonnance et les proportions de l'écriture, le rapport noir-blanc qu'ils appellent, c'est-à-dire l'espacement entre les lettres et les lignes. Ils regarderaient aussi la dimension de l'écriture. Et la dimension comprend La taille des lettres, l'exagération des mouvements, l'espacement des lettres, des mots et des lignes, la hauteur des hampes et des jambages. Là, ça, si vous savez pas c'est quoi, là, en fait, c'est les queues, là. Les queues des lettres, là. Et regarde aussi la direction de l'écriture. et la direction comprend L'angle formé avec les traits descendants avec la base de la ligne, l'orientation de la base de la ligne aussi, l'orientation droite-gauche du tracé, c'est-à-dire la direction que prennent la plupart des éléments graphiques, et la sinuosité de la base de la ligne. Ils vont regarder aussi la
forme de l'écriture. Et la forme de l'écriture, c'est... Ça, c'est comme l'aspect général de l'écriture. Par exemple, une écriture arrondie ou anguleuse, simple ou compliquée, calligraphique ou typographique, etc. Mais aussi à la forme des lettres elles-mêmes. Dans l'analyse, il regarde aussi la continuité de l'écriture. Et la continuité, ce que ça veut dire? Donc le degré de liaison, la régularité de l'écriture et du graphisme, l'aisance ou inhibition du graphisme, l'aspérité de l'écriture. C'est tous des gros mots, là, mais en fait, ils regardent les liaisons, là. Ils vont aussi regarder la pression de l'écriture. La pression de l'écriture comprend... Donc le degré de pression, la netteté aussi du trait graphique, donc si c'est pâteux, si c'est vraiment très net, le tonus de la pression, le sens de la pression, ouais, ils peuvent voir ça à ce qui paraît quand t'écris, et la continuité de la pression. Ensuite, ils regardent aussi la vitesse de l'écriture. Qu'est-ce que veut dire la vitesse? Pour ça, ils considèrent le nombre de lettres écrites par minute. Normalement, c'est de 100 à 200, mais aussi ils vont regarder le dynamisme et le lancement de l'écriture. Bon, fait que si je m'amuse à prendre le test au sérieux, pour la pression, une pression forte sur le papier parle d'une grande énergie émotionnelle. Donc, l'auteur de l'écrit peut être intense, sensuel ou vigoureux, on voit le genre. Et selon eux, une pression moyenne parle d'une personne assez calme et stable. Une personne qui peut avoir des points de vue sensés ou une bonne mémoire. Une pression légère est un signe d'introversion ou d'une personne qui préfère un environnement beaucoup plus calme. Pour l'inclinaison maintenant, ce que ça veut dire, une bonne inclinaison se fait normalement quand la personne a envie d'écrire, là, tu sais. Ou bien qu'elle le fait rapidement avec de l'énergie. Si ça se produit souvent chez une personne, l'auteur du texte, eh bien, ça peut vouloir dire seulement que c'est une personne sûre d'elle. Par contre, si c'est une inclinaison vers la gauche, ça parle d'une mauvaise volonté à écrire ou bien un désir de cacher ses émotions. Parfois, on dit que ces personnes sont moins coopératives que celles qui ont une inclinaison penchée vers la droite. Une inclinaison légère avec des lettres tracées à la verticale parle d'une personne qui est à l'aise à maîtriser ses émotions. Par contre, ça s'applique pas pour les personnes gauchères. Ben non, là. Hein? L'autre point dans l'analyse que j'ai nommé tout à l'heure, c'est la ligne de base. Quelqu'un qui écrit par en haut, ben, c'est censé démontrer l'optimisme et de la bonne humeur. Je suis de bonne humeur! Une écriture vers le bas, peut-être un signe de fatigue. Découragement. Une écriture ondulée, tu sais, qui monte puis qui descend, ben ça peut vouloir dire que la personne est instable ou incertaine là, à ce moment-là, ou ben simplement d'une personne qui ne sait pas écrire. C'est vraiment ça que ça dit. J'ai pas fini avec les points des analyses, c'est juste que, une petite parenthèse comme ça, je comprends pourquoi que c'est intéressant, parce que ça serait tellement le fun si ça serait vrai, tu sais. Mais en même temps, je comprends pourquoi on y accorde une certaine importance et qu'on aimerait ça que ce soit vrai, parce qu'une certaine, tu sais, c'est une science non scientifique. Fait que c'est comme, ça aurait pu, mais sinon ça marche pas. Fait que pourquoi c'est si proche de fonctionner? Je pense que c'est parce que il y a beaucoup de choses que je dis vu que je rentre pas dans les détails de la théorie de graphologie, que à la surface, parce que ça fait du sens, puis on n'a pas besoin d'avoir des études en graphologie pour être capable de dire ça. Tu sais, quelqu'un qui écrit tout croche, peut-être parce qu'il sait pas écrire da. Quelqu'un qui écrit vraiment penché, c'est peut-être parce qu'il est pressé da. Tu sais, c'est toutes des choses que, ouais, mais c'est logique. C'est ce qui vient après quand il rajoute des détails en disant c'est quelqu'un qui va être capable de prendre des grandes décisions dans sa vie. C'est comme ok, attends un petit peu là, tu vas peut-être un peu loin. Puis c'est ce bout-là qui est pas crédible puis qui fonctionne jamais avec les autres tests de personnalité qu'on peut faire sur les mêmes personnes qui passent les tests de graphologie. Fait que c'est ça, c'était ma petite parenthèse dans le fond. Ok, on continue. Fait que dans l'analyse, pour la taille, en fait, ce que ça dit, si tu fais des grandes lettres, c'est que t'es une personne ouverte et extravertie. Si tu fais des petites lettres, ça veut dire que t'es soit introverti, soit renfermé, ou soit que tu es économe. Ouais. Pourquoi pas? Pour ce qui est des espaces, une écriture serrée démontre que la personne est peut-être introvertie. Peut-être introvertie ou bien
complexé. Des lettres plus espacées parlent d'un tempérament généreux et indépendant. Et tantôt, j'avais dit qu'il regarde aussi les espaces entre les mots. Ben, moins il y a d'espace entre les mots, plus l'auteur du texte apprécie supposément les foules. Ouais. Et plus il y a d'espace entre les mots, plus ça indique une pensée claire et bien organisée. Le dernier point que je vais aborder qui se trouve dans l'analyse de graphologie, c'est les liaisons. Et pour les guirlandes, là, on va les appeler comme ça. Si tu fais des courbes en forme de coupe ouverte vers le haut, je pense que ça doit être ça. En tout cas, ça voudrait dire que tu es une personne forte puis chaleureuse. L'inverse maintenant, les arcades, donc les courbes vers le bas, comme, en tout cas, ça fait référence à une plus grande lenteur et à de la dignité. Puis ça peut aussi être associé à des personnes créatives. J'aurais aimé ça avoir une image là-dessus, mais c'est comme dur à... J'en ai pas. Parce que c'est comme dur à faire une recherche pour savoir si c'est bien ça qu'il voulait dire. Mais vous ferez vos propres recherches, ok? Toujours dans les liaisons, on a les fils. Tu sais, la terminaison d'un mot, tu sais, comme la pression qui s'allège. Bah, ça, c'est le fil. Puis il y en a qui font même ça, puis là, ils laissent comme des points là, au bout. Il s'agit habituellement d'un style hâtif et négligé. Mais tu sais, comme c'est une étude non scientifique, il existe des gens qui disent des choses différentes, des variantes de ça, ou bien totalement le contraire. Je suis allée voir d'autres sites aussi vite fait qui parlaient de ça. Ça m'a donné aussi ces informations. Je vais regarder mon écran parce que, ok? Ok. Donc la taille, c'est l'image qu'on a de soi et donc l'estime de soi. C'est pour la taille des lettres. Pour l'inclinaison des lettres, ça serait l'affectivité, l'initiative, la capacité de réflexion et tendance à avoir recours à l'intuition ou à la logique. Je sais pas pourquoi je garde mon doigt comme ça. La forme, ça serait le niveau culturel, le niveau intellectuel, le sens esthétique d'une personne. La pression, ça serait la vitalité et la santé. La rapidité, ça serait l'agilité mentale, le quotient intellectuel. La direction des lignes, ça serait un état émotionnel. Lié ou délié des lettres, ça serait la communication, l'affectivité, encore. La manière de se lier aux autres, notre vie sociale, de ce que je comprends. Les points sur les i, ça, je l'avais pas vu avant, mais dans ce site-là, il en parlait. C'était l'attention et la précision. Donc, quelqu'un qui a beaucoup d'attention, qui a beaucoup de précision. Ça peut être quelqu'un qui n'en a pas, mais bref, le point sur le i va parler de ça. Les minuscules, donc les lettres minuscules sont le reflet de votre vie au quotidien. Et les lettres majuscules, la représentation de la vie sociale. Et ça devient un complice de la signature. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mis à part qu'on fait nos initiales en majuscules quand on signe. Moi, je vais juste vous lire ce qui était écrit. Salut! Je vous présente maintenant la moi du futur. Donc, cette vidéo est divisée en deux parties et on entre maintenant dans la deuxième partie. Et avec vous, je vais donc analyser une lettre de quelqu'un qui s'est prêté au jeu. Et je vais aussi vous laisser vous-même l'analyser, mais pour ce faire, je vais vous donner un petit peu plus de connaissances parce que, avec le temps, mon moi du futur a fait un peu plus de recherches et je vous ai trouvé d'autres éléments d'analyse en graphologie. Donc, je vais vous dire des petits descriptifs et en même temps, je vais pouvoir vous mettre des images ici. À la toute fin, on pourra analyser les lettres des personnes qui se sont prêtées au jeu. Donc, une grande écriture, une écriture haute. Besoin de s'affirmer, de prendre sa place. Extériorisation amplifiée. Ça peut être quelqu'un d'orgueilleux, peut se sentir supérieur, peut se sentir appelé à une mission réelle ou fantasmée, et ça peut provenir d'une audace, d'une ambition ou d'un orgueil mal placé et de vanité, selon le reste de l'analyse. Ouais, parce que je fais une petite parenthèse, c'est que telle chose veut dire telle chose, mais si c'est jumelé avec tel autre aspect dans la même lettre, ben là ça veut dire autre chose, c'est ça qui est... Ça vient difficile à expliquer comme ça en vidéo. On poursuit. La petite écriture.
L'auteur n'est pas obsédé par sa personne, il observe plus qu'il agit, il possède un sentiment de soi sous-évalué, on note une prédominance pour ce qui est intellectuel ou ce qui pousse l'individu à se concentrer. Le fait d'écrire comme ça peut aussi provenir d'un travail minutieux ou d'un travail plus important que la pensée. La forme de l'écriture arrondie et souple. Ça reflète une personnalité plus affective et c'est souvent une écriture féminine. Pour la forme de l'écriture en guirlande, par exemple la lettre M et la lettre M qui ressemblent à la lettre U, on dit que c'est une personne qui se place dans l'écoute et l'adaptation sans choc et ni contraste violent. Pour ce qui est de la continuité de l'écriture, donc les liaisons, ça parle d'un besoin de relier les choses entre elles ou d'entretenir des liens avec les autres. Maintenant, si on regarde la continuité de l'écriture, mais avec plus de 7 lettres ou même entre les mots, c'est une forme de sophisme, une volonté de ne pas casser le lien à tout prix. Ensuite, j'ai pas vraiment de photos. Je pourrais essayer de vous trouver une image selon ce que je crois que c'est. Si je vous dis la calligraphie qui est proche de celle qu'on a apprise à l'école. Moi, c'est à ça que je pense. Supposément que ça voudrait indiquer le niveau de manque de personnalisation, donc quelqu'un qui aime respecter les règles et les principes déjà établis. Et pour parler de la typographie, qui est un geste de simplification de l'écriture, en d'autres mots, rationaliser les lettres un peu comme une machine à écrire. Donc, si les deux types sont mélangés, donc machine à écrire, pas machine à écrire, ça symbolise une façon intelligente de s'adapter ou une indécision. Pour ce qui est de la dimension des lettres, je vous en avais parlé un peu. Bien sûr, je vous ai parlé d'à peu près tout ce que je vous dis là tout à l'heure, mais de façon un petit peu garochée, comme on dit en bon québécois. C'était la moi du passé, mais maintenant la moi du futur essaie de vous concrétiser ça avec beaucoup plus d'images et beaucoup plus de structure. Donc la dimension des lettres, ceci, c'est-à-dire la hampe, qui est la partie supérieure, la zone médiane, qui est la partie du milieu, et le jambage, qui est la partie du bas. Donc si on regarde la dimension des lettres, considérant qu'il y a 3 parties dans une lettre. Une hampe prononcée symbolise l'idéalisme, l'ambition importante, motivée pour aller chercher autre chose, quelque chose en dehors de sa zone de confort, quelque chose en dehors de soi. Pour ce qui est de la zone médiane, elle représente le sentiment de soi, de son importance. Pour ce qui est d'un jambage accentué, ça démontre un besoin de puiser dans les réserves, de se ressourcer. Ensuite, on peut aussi analyser la direction des lignes. Ça représente l'humeur du moment. Les lignes peuvent être ascendantes ou descendantes. Pour les lignes ascendantes, un texte vers le haut démontre un enthousiasme passager et ou l'importance de s'exalter. Si les textes sont fréquemment ascendants, on se rapproche de l'utopie, un idéal qui est loin de la réalité. Pour un texte descendant, donc vers le bas, comme je disais, ça démontre un niveau de fatigue ou de découragement. Et si ça arrive souvent, ça va être plus probable de déterminer lequel de ces deux sentiments est le plus présent. Ensuite, que signifie le fait d'écrire vite lorsqu'on n'est pas pressé? Ça symbolise en fait une forme de spontanéité, un dynamisme certain. La personne peut aussi être très habituée d'écrire et donc écrire très rapidement. Ça démontre aussi la rapidité de l'enchaînement des idées mentales, une activité intellectuelle élevée et une vivacité du caractère, une facilité d'assimilation et une forme d'impatience. Quand les lettres s'entraident, admettons la barre sur le T qui devient le point de départ d'une autre lettre, ça veut dire que la personne possède de réelles facultés créatrices. Et pour ce qui est d'écrire lentement, ça symbolise la recherche d'esthétique et un état de laisser aller. Prendre son temps pour tracer les lettres et revenir par la suite pour aller comme refaire les liaisons entre elles. Ça peut signifier un mauvais état de santé ou symboliser une grande force de caractère. Mais attention, si la personne n'est pas habituée d'écrire, si on regarde la pression, une forte pression affiche une certaine énergie, une forte personnalité, une volonté puissante. On la relie à une capacité à bien dominer les autres. Cependant, si la pression est irrégulière,
Il s'agit simplement d'une résistance aux difficultés. Maintenant, parlons des traits. Pour un trait épais, ça reflète la sensualité, un instinct. Mais un trait fin, ça reflète la maîtrise de ses émotions. Et si on décèle une faible pression? C'est que le papier est juste effleuré soit par manque de stabilité, soit par souci de préserver son indépendance. On dit que c'est une personne qui garde sa vitesse d'intervention. Par exemple, la personne va moins s'investir pour réagir plus vite. La personne est réceptive, hypersensible et peut avoir une intuition développée. La personne peut être dépourvue de ses convictions et se laisser dominer par ses sentiments. Ça peut aussi être simplement que la personne est de bonne humeur et elle se sent légère. Légère. Bol de cerveau. Si on est en présence d'une écriture tremblée, si l'origine des lettres tremblées est physique, eh bien, c'est l'âge, ou la maladie, ou le froid. Mais si c'est psychique, la personne a un esprit perpétuellement hésitant, ou bien elle est timide ou dans l'embarras, ou bien elle a peur. Parfois, la personne est facilement colérique et a une forte émotivité. Maintenant, on va aborder les inclinaisons. L'inclinaison des lettres vers la droite. La droite, ça représente l'avenir, une ouverture vers le présent et l'avenir, une ouverture sur les autres et le besoin d'aller de l'avant. C'est une personne confiante, réceptive, avec un esprit ouvert. Mais pour l'inclinaison des lettres vers la gauche. La gauche représente le passé, donc une personne tournée vers son passé. Cette personne se basant plutôt sur son passé, son vécu, et ayant peut-être du mal à se projeter dans l'avenir. Fait intéressant, souvent les adolescents vont écrire vers la gauche. Ça représente comme un repliement sur soi, une méfiance vis-à-vis des autres, un caractère fermé ou peu sociable, ayant recours aux mensonges et l'absence de sécurité et d'équilibre interne. Mais là, si l'inclinaison des lettres est irrégulière, gauche, droite, on ne sait plus, c'est que l'individu est tiraillé entre plusieurs tendances contradictoires, n'arrivant pas à se positionner et à prendre de franches décisions. On dit que ce sera un individu qui va préférer les solutions de compromis. Il est désireux de contrôler, mais susceptible. Si la tendance est plutôt d'une seule inclinaison vers une autre, que c'est pas comme ça, mais ça s'en va comme ça, puis vers comme ça. On peut dire que l'individu peut bien s'adapter à son environnement et qu'il est malléable. Mais qu'est-ce que ça veut dire si l'auteur du texte n'a simplement aucune inclinaison? C'est que l'individu exerce sur lui-même un contrôle sévère. L'absence d'inclinaison appartient aux individus qui dissimulent leur personnalité et leurs pensées. L'individu est ferme et soutenu et sa raison domine sur les sentiments. Est-ce que vous trouvez ça intéressant jusqu'à présent? On a fait un petit peu plus que la moitié. Après ça, je vais sauter à l'analyse de vraies lettres que j'ai reçues. On continue. Si la fin des lignes est vers le bas, que l'inclinaison des fins de lignes s'oriente vers le bas, c'est que la personne est préoccupée par ses propres intérêts. Et que symbolise la marge? La marge de gauche sur une feuille, elle symbolise notre relation au passé. Donc une grande marge à gauche signifie qu'on a une difficulté à vraiment tirer un trait sur notre passé. Pour la marge de droite sur la feuille, ça symbolise notre relation avec l'avenir, le monde extérieur aussi. Donc une grande marge de droite signifie qu'on a de la difficulté à appréhender le futur. Que s'agit-il lorsqu'on bute la marge du bas de la feuille? Quand le texte est long et que l'individu se heurte sur le bas de la feuille, ça veut dire qu'il est impulsif, qu'il est passionné et qu'il se donne même pas le temps de changer de page. Cette personne fait ça. Si le texte de la personne possède de grandes marges, et que là ça spécifie pas les marges de quoi, ça indique en gros que le sujet a une personnalité qui est d'être très ouvert. Il est capable de s'intéresser à de nombreux sujets ou d'avoir de vastes idées. Une absence de marge cependant, encore une fois, les marges en général, c'est une personne avare. C'est tout. C'est tout ce qui est écrit. Maintenant, on va parler comme de l'aération versus la densité d'un texte sur une feuille, sur une page. Si la dominance du texte, c'est qu'il y a beaucoup d'aération d'espace. Vous savez, quand l'espace blanc l'emporte sur la quantité de texte, c'est que la vie inconsciente domine, tout comme le besoin de solitude ou le besoin
de rêve. Et ça peut même aller jusqu'à l'isolement, la peur des autres et du monde. Si à l'inverse, à propos de l'espace, la dominance, c'est la densité. Donc, on appelle ça la dominance du noir, donc du texte, et non de l'espace blanc comme on vient de le voir. Mais ça montre le besoin justement de prendre possession de l'espace dans la vraie vie, d'agir et d'imposer sa marque. Ok, pour finir avec les différents points qu'on peut analyser, parce que vraiment, je vous en dis globalement, mais il y en a vraiment beaucoup plus que ça. C'est tout le temps comme ça, attaché à ça, mais si on n'a pas ça, mais si on a tel point, mais là, ça change. Fait que c'est quand même difficile de, vous expliquer ça comme je vous disais. Mais je vais finir en parlant des signatures. Il y a beaucoup d'aspects au niveau des signatures. C'est quelque chose qui nous en dit beaucoup à ce qu'il paraît. Et dans les nouvelles recherches que j'ai faites, je vais vous expliquer ce que j'ai trouvé à propos de vos signatures, de ma signature. Go! Premièrement, c'est quoi notre signature? La signature, c'est une projection sociale. C'est pas vraiment qui tu es, non, mais c'est qui tu montres être. C'est comment on veut se faire voir dans la société. Donc, elle va changer selon notre statut dans la société. Comme la signature d'un adolescent va souvent projeter la signature d'un de ses parents dans lequel il se projette plus ou moins. Et un autre fait qui est cocasse, on peut dire, c'est que la signature d'une femme, elle va être différente dans le temps qu'elle était une fille avant son mariage et versus après son mariage, une fois que son nom va être changé. Et oui, il va y avoir une adaptation selon si elle se sent proche ou moins proche de son mari. Comme s'il y a un écart vide entre son prénom et son nouveau nom de famille, c'est qu'elle ne se sent pas très complice, pas très proche de son mari, etc. Si le prénom dans une signature est mis de l'avant, c'est que l'identité de la personne compte versus si le prénom n'est qu'une initiale. Il y en a qui font juste la première lettre, puis après ils écrivent le reste de leur nom de famille. Fait que dans ce cas-là, ça serait le nom de famille qui serait mis de l'avant et ça serait pour exprimer la volonté d'afficher le nom de famille du père ou bien de son mari si la personne est une femme mariée. Il existe ce qu'on appelle des signatures conformes. C'est une signature très lisible, très claire, prénom et nom séparés. La personne souhaite se conformer au mieux aux règles si on lui a demandé, par exemple, une signature lisible. Cette signature en elle-même ne dit pas grand-chose si on n'a pas le texte qui vient avec, parce que la personne se réfugie derrière ses attentes exprimées par autrui pour ne rien montrer d'elle. Il existe aussi des signatures enclavées. Le nom, quand on signe entouré, démontre la volonté de se protéger, de se faire une bulle protectrice. Toutefois, si l'écriture dedans bouge ou semble monter, c'est une volonté d'être vivant. C'est une joie de vivre. Il faudra voir avec le reste du texte afin de déterminer son niveau de confiance en elle. Une signature dynamique. Ça reste une signature lisible. Souvent, elle va être soulignée ou ascendante, donc vers le haut. C'est une affirmation du dynamisme, un esprit d'entreprise, l'envie d'avancer. Et s'il y a la présence d'un point, c'est une façon de s'imposer. Toujours dans la signature dynamique, de grande hampe montre une aspiration à apprendre et à comprendre le monde. On a aussi la signature indécise. Vous savez, des gestes d'avant-arrière, les lettres qui entrent une dans l'autre, l'initiale du prénom qui est joint dans le nom de famille. En fait, ça montre une confusion entre la vie personnelle et professionnelle. La personne est une personne indécise ou bien dans une période de confusion. La signature efficace. Rien n'est lisible. Dans ce cas, deux choses. Soit que l'on se cache, ou soit que l'on choisit l'efficacité. Souvent, cette signature, on la retrouve chez ceux qui signent beaucoup de documents. La signature découragée. C'est une signature avec un mouvement descendant. C'est lisible, mais étroit. Les lettres vont être plus hautes que larges. On dénote une faible pression. Et l'ensemble de tout ça évoque une hypersensibilité, une inhibition, un découragement. La signature d'adaptabilité. On la décrit comme étant une écriture filiforme, et c'est que l'individu trouve toujours la façon de s'adapter au lieu de combattre. La personne fuit le conflit et elle se conforme. Les lettres sont illisibles et étalées et démontrent que c'est quelqu'un d'opportuniste et un peu dissimulateur. La signature appliquée. C'est conventionnel, une personne assez formaliste avec un grand souci de son rôle social. On parle d'une écriture verticale et le soulignement des deux noms montre une volonté de se tenir droit dans son rôle. Il y a peu de place pour le doute dans cette signature. La signature complexe.
Vous savez, si le nom semble barré, c'est une marque de négation de soi. Mais ça dépend du trait qui est surligné. Et ça dépend aussi de la position de la signature sur la page. Il faut vraiment voir avec le reste du texte dans ce cas-là. La fameuse signature spontanée. C'est une écriture affirmée, appuyée et mouvante. Quelqu'un de vivant, de spontané, de chaleureux et plutôt réactif. Cependant, comme on peut voir par exemple dans cette signature, dans la forme du G et les crochets sur le M majuscule et aussi le T final, ça montre une personne impatiente, indépendante, qui a tendance à dire « moi, mon moi-je, moi », la signature auto-limitée. Comme on peut voir, la barre du H qui recouvre tout le mot. C'est quelqu'un qui éprouve le besoin de s'imposer ses propres limites, de ne pas chercher ni de se risquer à aller au-delà. Et en tout dernier lieu, on va parler de la position de la signature. Donc, comme je vous disais, la position sur la page. Je vous dirai rien parce que c'est selon le reste du texte et je peux pas dire c'est ça ou c'est ça ou c'est ça ou c'est ça, mais je sais que ça apporte quand même des éléments super intéressants dans une analyse, mais pas en elle-même, mais vraiment dans un tout. Ceci étant dit, parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps non plus, je vais tout de suite sauter aux analyses des lettres que j'ai reçues de gens qui ont bien voulu se porter au jeu. Je vais vraiment vite fait essayer d'analyser à première vue, tu sais, ce qui me vient en tête tout de suite, ce qu'on peut remarquer ensemble. N'hésitez pas à écrire en commentaire c'est quoi vous avez remarqué et faites le test vous-même, essayez de vous tester, de tester votre propre écriture, de faire une analyse de graphologie. Ça serait vraiment intéressant de savoir qu'est-ce que ça a donné pour vous en commentaire. Je précise que je détiens pas la vérité et que je me souviens pas de tout ça par cœur non plus, donc ça se peut que je me trompe dans ce que j'analyse, mais c'est pas grave. Je vais regarder l'écran, donc je regarderai pas l'objectif de la caméra. Sorry, mais hein, je vais vous mettre la lettre ici pendant que je regarde l'écran. Comme je m'en souviens pas par cœur, je vais peut-être écrire ici ce que ça veut dire quand je vais vous faire remarquer, mettons, des traits spécifiques. Donc là, on peut voir sur la lettre que c'est le même texte qui se répète, mais une fois en lettres pas vraiment attachées en fait, et l'autre fois en lettres attachées, juste pour comparer comment ça peut changer. La première chose que je remarque qui me frappe, là, c'est la signature. Quand la personne écrit en lettres détachées, pour que ce soit lisible, la signature, elle est inclinée dans le même sens que le texte, donc un petit peu vers la gauche, et elle est quand même assez lisible, assez droite aussi. Et si on va à la signature du bas, elle est inclinée complètement à l'extrême inverse, donc vers la droite, alors que le texte est incliné bizarrement et c'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de pression dans le crayon et je dirais que c'est beaucoup plus agressif, on dirait plus dense aussi. Pour la position, la personne a signé à la même place. Pour les marges, je remarque qu'en lettres attachées, la marge de droite, elle est beaucoup plus large. La marge de gauche est sensiblement la même chose. Cependant, je remarque que les lignes du texte du bas ont vraiment une certaine inclinaison et la marge n'est pas égale non plus, donc il n'y a rien de vraiment droit. Et là, le texte, c'est vraiment un texte pris au hasard. La personne a écrit un texte qui n'a aucun rapport. Je remarque que dans le texte du haut, et même dans celui du bas, mais c'est plus marqué dans le texte du haut, les ponctuations, j'ai pas vu qu'il en parlait dans mes recherches, mais la ponctuation, les points, les virgules sont loin des mots. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Les lettres embarquent une par-dessus l'autre dans le texte du bas. Les barres de T sont sensiblement, la plupart du temps, vers la droite. La seule fois où je vois que ça traverse, en fait, c'est parce qu'il y a 2 T et la personne a fait un seul trait, mais encore là, c'est vers la droite. Ah! Il y a le dernier T du texte qui, lui, est vraiment un petit trait au centre. Ok, bref, vous l'avez vu suffisamment longtemps. Ce que j'en conclus, pour faire un résumé, ce que je dirais, sans retourner voir les notes de qu'est-ce qui veut dire quoi, là, j'aime bien le texte du haut, parce que le texte du haut, on dirait que ça a été comme... que la personne s'est retenue pour écrire, tu sais, pour mieux écrire. Fait que le texte du bas, ça me dit que, bon, l'inclinaison change quand même, les lignes descendent par en bas, donc c'est quelqu'un, je te dirais, qui est un peu confus, en tout cas dans la période que le texte a été écrit. L'inclinaison descend, puis, mais il y a aussi les lignes qui ondulent un peu. C'est vraiment pas droit, les marges commencent pas droit, les lettres sont pas toutes de la même grosseur, même, mettons, les mêmes lettres qui reviennent ne sont pas de la même grosseur. C'est pas des grosses lettres. Il n'y a pas des grosses terminaisons, là, un long fil. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui est plutôt
découragée ou insatisfaite, confuse. Un peu d'agressivité aussi, parce que comme je disais, même, on le voit dans la signature, c'est dense. La personne a quand même appuyé assez fort, puis il y a certaines lettres qui s'empilent l'une sur l'autre dans certains mots, comme si la personne était un peu frustrée. Donc je sais pas s'il y a quelque chose à ce moment-là dans sa vie qui la perturbait et quelque chose qui se réglait pas. C'est un peu ça que je pressens. C'est pas une personne qui veut se conformer, puisque la personne revient pas pour aller faire, mettons, le point sur le i, faire que les accents, mettons, graves et aigus sont bien définis. Non, je pense que c'est quelqu'un qui est assez indépendant. Les M et les N ne sont pas comme des U, ils sont quand même ronds. Donc c'est ça, c'est ce que j'en conclus. Ça serait vraiment le fun si je pourrais analyser des textes d'entre vous sans que je vous connaisse du tout et que j'en fasse une vidéo éventuellement, peut-être sur mon autre chaîne cependant. Et que vous me dites en commentaire si ça concorde avec ce que vous êtes ou ce que vous vivez en ce moment ou pas. Ça serait peut-être une idée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, j'ai une autre lettre. Je vais juste cacher la signature parce que je sais pas, j'ai pas envie de révéler le nom de la personne. Mon but c'est pas de... Parce que ça, je pense que ça a l'air d'être un texte qui a vraiment été écrit par la personne et non pas un texte copié comme dans un livre. Et ça semble assez personnel, mais je vais quand même analyser cette lettre-là. Une partie de la lettre, j'ai la moitié de la feuille. On voit que la personne part de la marge rouge, là, la petite ligne. Bien sûr, c'est une feuille lignée. Normalement, il faut faire ça sur une feuille blanche parce que là, on peut pas dire s'il y a des inclinaisons. Les lettres, cependant, eux, sont inclinées vers la gauche. Les traits sont pas précis. La personne est revenue souvent sur des lettres, peut-être parce que le crayon écrivait pas bien. C'est dur à dire. Il y a des choses assurées, donc c'est sûr que la personne, d'après moi, en écrivant, elle devait se chercher, elle devait chercher ses mots. Donc c'est pour ça que je trouve que les lettres ont toutes l'air comme indécises. Elles sont pas très bien faites, tu sais, comme les petites queues ou les hauts sont pas... Les hauts ou les boules dans les lettres sont pas toutes fermées. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe. On voit qu'il y a des lettres majuscules au début d'un mot, en plein milieu d'une phrase et non en début de phrase. Et on dirait qu'elle chante aussi une certaine presse, comme si la personne était un petit peu pressée d'écrire quand même, parce qu'elle a un fil de pensée à suivre, parce que je regarde le contexte du texte. Et c'est ce que ça me dit également. Donc il y a vraiment des fois qu'on dirait, je ressens que la personne est pressée d'écrire, mais se force quand même pour suivre les lignes déjà faites de la feuille. Et donc c'est peut-être pour ça aussi que quand même une pas pire inclinaison. C'est-à-dire que la personne était un peu pressée. Je dirais que la personne, elle est faible à ce moment-là. Parce que, outre le fait que je suis pas sûre que le crayon fonctionne bien, il n'y a pas cette densité, cette pression dans le trait d'écriture. C'est pas non plus un effleurage de feuilles, mais c'est pas très confiant, là. On dirait que c'est quasiment shaky. Des fois, la densité est plus là. Des fois, on dirait qu'il y a vraiment une faible pression. On dirait que la personne a des gros doutes. Maintenant, je vais analyser mon propre texte. J'avais écrit un texte il y a vraiment longtemps. Je vais vous le mettre dans la face, dans l'écran, et vous dire ce que j'en pense aujourd'hui. Comme vieux texte de ma part, j'ai choisi un texte qui date de 2002, donc en ce moment, on peut dire que ça fait 17 ans que je l'ai écrit. C'est un texte brouillon pour un cours de français, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'achurage et tout, parce que j'étais en train de composer le texte. J'ai pas trouvé la version finale que j'ai remis au professeur, donc je vais vous la lire, vous allez la voir à l'écran en même temps. Le titre, c'est « Sans nom ». La pièce était formée de 4 murs de béton sur lesquels étaient installées des affiches faisant appel à la matière de français. Donc déjà là, c'est pour faire allusion au fait que je parle du cours de français. Et on voit que mon écriture passe de droit, incliné vers la droite, droit à nouveau, et encore incliné vers la droite. Ces murs formaient une pièce plutôt rectangulaire et joyeusement illuminée par quelques fluorescents. On s'entend, je suis très sarcastique. Et sur celui-ci était installée une petite canne de conserve contenant une salade de fruits déguisant l'espace de son bureau qui lui était alloué. Il était difficile de ne pas remarquer la petite étiquette de marque sans nom et d'une effroyable couleur jaune qui enroulait la canne. Mais surtout, nul n'aurait douté, ne serait-ce qu'une courte séquence plus tôt, que cette collation deviendrait le sujet premier de nos soucis. Une certaine majorité de l'espace donné pour la pièce était occupée par une trentaine de pupitres, dont un faisait exception. C'était celui du superviseur, un enseignant en français nommé Pascal.
Quelques fenêtres alignées sur l'un des murs donnaient une vive impression sur l'extérieur. Tant qu'à la porte, elle était sur le mur opposé aux fenêtres et se gâtait d'un minuscule carreau vitré. Bon, ça c'était comme le premier paragraphe. Je relis ça aujourd'hui, je me trouve très comique. On voit que ça s'enligne sur un texte drôle, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je peux pas m'empêcher de sourire. Donc c'est ça, mon inclinaison du texte varie de juste bien droit, aucune inclinaison, à vers la droite. Je vais pas vers la gauche. Je fais des lettres attachées et dans le même mot, il va y avoir le reste des lettres qui sont pas attachées. Cependant, même dans les lettres qui sont pas attachées, c'est juste que je les relis pas tout le temps ensemble, mais c'est quand même une lettre de type attaché. Par exemple, le L, il est vraiment fait, tu sais, avec la boucle. Mes F, souvent, vont être faites de façon attachée, mais je les ai pas rattachées avec l'autre lettre. Je sais pas si vous comprenez, sauf que plus loin dans mon texte, comme sur le mot effroyable, on voit les F qui sont des F de type lettres détachées, lettres carrées comme on appelle ici. Mes barres de T, en tout cas, sont toujours bien centrées. On va faire l'autre paragraphe. Nous étions tous perturbés par la présence de cette chose, car elle se disait trop mystérieuse. Le produit de marque sans nom ne nous attirait pas une grande confiance. Après une assez longue période de temps, un certain étudiant, qui était un élève de Pascal, vint courageusement à son bureau et lui demanda la raison de la présence constante de cette chose parmi nous. Mais pourquoi donc cette salade de fruits est-elle encore là, à la même place sur le coin de ton bureau? Pascal, le professeur, eut à peine le temps de prendre conscience de la question qu'un sujet numéro 2, peut-être un peu plus brillant, fit réponse. Bien voyons, c'est pour éloigner les tigres. Ok, c'est bizarre. Et honnêtement, je pense que je raconte vraiment des insides, comme on appelle. Dans ce temps-là, je pense que c'était une expression du professeur ou, tu sais, c'était tous des petits trucs qui arrivaient vraiment en classe que j'ai comme juste reformulé dans une histoire pour faire rire le prof en question qui allait corriger ma feuille, ma copie. Et donc, dans ce deuxième paragraphe, c'est un peu la même histoire. Ils n'ont pas vraiment d'inclinaison, les lettres. Quelquefois, il y a certains mots qui vont être inclinés vers la droite. Les distances entre les lettres sont correctes, sont pas rapprochées, sont pas super éloignées, mais assez quand même. Je vais sauter au prochain paragraphe. La nouvelle ambiance de cette période de français resta comme telle et sans réponse car il dut commencer son cours. Tout le groupe n'était pas entièrement là et parfois on pouvait ressentir un frisson nous envahir. On en était conscient car il se qualifiait en une courte durée d'un silence total. Mon Dieu, à part cette grosse faute d'orthographe, j'espère que je l'ai corrigé dans la version finale, qualifié avec un C, what the fuck? En tout cas, on peut voir que juste avant, il y a un S attaché, j'ai écrit ce en lettres attachées, alors que la plupart des S sont pas en lettres attachées dans le texte. Je remarque que le bas de mes lettres, c'est pas vraiment droit, même si c'est sur une feuille lignée. Le bas de mes lettres est pas toujours au même niveau. La cloche retentit et un petit groupe d'élèves resta auprès du bureau de l'enseignant avec les deux étudiants qui avaient commencé une idéologie dont tous voulaient être témoins encore plus profondément. Ok. Ça veut pas dire grand-chose, mais je comprends ce que j'ai voulu dire, mais... Quoi? C'est donc bien mal formulé. Bon, j'ai assuré un gros espace blanc parce que sûrement que je cherchais un mot que finalement il prenait pas autant de place que prévu, tandis que le mot idéologie il est tout compacté. On voit que j'ai barbouillé le verbe resta. Et bizarrement, pour les deux, ce paragraphe-là et celui d'avant, ça commence par un L. Et regardez la forme du L que j'ai fait. J'ai comme fait un L full fancy, un peu calligraphique, là. Alors que je fais jamais ça. Mais c'est difficile à juger parce que c'était un texte pour un cours de français. Donc, tu sais, peut-être que je me forçais, peut-être que je voulais juste lui donner un style au texte. Ça aurait été mon genre, puisque je suis quelqu'un d'artistique. Mais bon, on va continuer. Après un long silence durant lequel chacun de nos regards avait croisé celui de chaque individu présent, nous nous tournâmes tous vers celui qui avait évoqué une certaine inquiétude chez nous et nous lui réclamâmes la suite sans même qu'on ait à prononcer un mot. Il ouvra la bouche et dit simplement « Ne constatez-vous pas qu'il n'y a aucun tigre ici présent ?» Suite à cette réflexion, Pascal décida de manger le contenu de sa canne pour ne plus faire obstacle avec d'autres sauvageries. Là, on voit que j'ai comme mis des parenthèses carrées, là, je sais pas comment on appelle ça, avec 3 petits points. Ça, c'est pour dire que comme du texte qui est supposé d'aller là, c'est comme si l'histoire est pas finie, mais genre que c'est pas pertinent. Donc, la phrase de la fin, c'est « Le sujet numéro 2 devait traiter d'un peu trop de Wildcat ». Et ça finit comme ça, c'est comme si...
Wildcat, ici, en tout cas dans ce temps-là, c'était une marque assez populaire de boissons alcoolisées, d'une bière, je crois. Et bon, les derniers paragraphes, on voit que je suis comme tannée d'écrire parce que il y a vraiment beaucoup d'achurage. Les lettres deviennent plus grosses, vraiment moins bien tracées. Je prends pas la peine de faire mes majuscules. Je mets des petites flèches ici et là. Et on voit que je fais des plus grosses boules, soit dans la forme des A, des O, ou les D minuscules, ces choses-là. Et mes loops, donc mes boucles, quand je fais des lettres comme par exemple la queue du P, ou les queues de L, eh bien, sont beaucoup plus larges, beaucoup plus rondes que ce que je faisais dans la plupart du restant du texte avant. Donc, mes lettres ont vraiment grossi. Je vais vous mettre en comparaison. Mes lettres du premier paragraphe, par exemple, on voit que ce sont des lettres assez petites. Ça arrive même pas dans le milieu d'une ligne de ma feuille lignée. Tandis que vers la fin, mes lettres sont rendues grosses et ils dépassent le milieu d'une ligne de ma feuille lignée. Il y a une autre chose que j'ai remarqué, c'est que quasiment tout le long du texte, quand je fais des points sur les i, je fais des points ronds, comme je trace un mini-cercle au lieu de juste faire un point. Voilà, donc qu'est-ce que tout ça veut dire? Ben, si je vais dans les notes, les mêmes que j'ai utilisées pour vous présenter cette vidéo, une petite écriture, comme je faisais plus tôt au début, c'était pour dire que je n'étais pas obsédée par ma propre personne, que j'avais un sentiment de soi, de moi, qui était sous-évalué, et que j'avais une prédominance pour ce qui était de me concentrer, tout ce qui poussait à me concentrer. Ou bien ça pouvait provenir d'un travail minutieux ou d'un travail plus important de la pensée. Et c'est un peu ce que je faisais puisque c'était un travail d'école. Donc ça peut faire du sens, mais à la fin, ça devenait gros parce que peut-être comme je n'avais plus rien à foutre, j'avais hâte de terminer, tu sais, c'est chiant des travaux scolaires. Donc j'avais une forme quand même plus arrondie et on dit simplement que c'est une forme d'écriture qui est souvent plus féminine, mais vu que l'écriture était plus grosse aussi, ça peut vouloir dire que je me concentrais simplement juste moins. Donc j'allais pas dans la précision des lettres, j'y allais vraiment large, c'est comme plus gros parce que j'avais juste hâte de terminer. Et si on regarde, là, comme je disais, l'inclinaison de mes lettres, tout ça, tu sais, c'était très mélangé. J'avais pas une façon d'écrire du genre machine à écrire, mais j'avais ni une façon d'écrire qui était très calligraphique, c'était comme un mélange des deux. Et donc, ça symbolise soit une indécision ou une façon intelligente que j'aurais de m'adapter. C'est comme si je mélangeais vraiment les deux. Et ça fait du sens puisque je suis en train de composer une composition écrite, donc je suis comme indécise sur comment va prendre le tournant de l'histoire, puis j'invente comme un peu au fur et à mesure, mais en même temps, c'est sûr que j'essaie de trouver une façon intelligente de m'adapter. Fait que c'est un peu logique que j'écrive comme un peu tout croche comme ça. J'avais beaucoup de grosses hampes et de gros jambages, surtout vers la fin. Et donc des gros jambages, c'est-à-dire le bas des lettres, là, comme les grosses boules, comme la boule du Q, la boule du P, ce qui dépasse normalement en dessous de la ligne d'une feuille lignée, là, la petite ligne bleue. Mais ça, c'est le jambage. Et donc, quand il y a des jambages accentués, comme vers la fin de mon texte, c'est que j'avais un besoin de puiser dans des réserves, de me ressourcer. C'est normal, c'est comme si j'arrive à la fin, mon histoire, faut que je la boucle, faut que, tu sais, j'essayais de me ressourcer pour mon histoire. C'est vraiment comme un peu normal. Je devais avoir tout puisé comme l'énergie que j'avais et les idées que j'avais pour créer cette histoire. Et les hampes prononcées, donc le haut des boucles, plutôt comme les L ou les F, même quand je faisais mes F avec des boucles, c'est que j'étais motivée pour aller chercher autre chose en dehors de moi, sortir de ma zone de confort. Et ça aussi, ça fait du sens parce qu'on s'entend qu'avec un texte comme ça, je pouvais pas être plus originale. Pour ce qui est de la direction des lignes, sont pas ascendantes ni descendantes. J'ai jamais vraiment eu ce problème-là, mais là, c'est sûr que je peux pas l'analyser puisque c'était sur une feuille lignée. Pour ce qui est de la pression de mon crayon, c'était quand même constant. C'était pas une super forte pression, mais c'était pas du tout une faible pression, c'était juste comme entre les deux. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, mais je vois qu'il y avait quand même un trait assez épais. Est-ce que c'est simplement parce que j'écrivais avec un crayon qui a une grosse mine, c'était pas un pouce mine? Ou sinon, ça pourrait vouloir dire que ça reflétait mon instinct. Et c'est un peu ça, parce que c'est carrément un texte écrit avec comme mon instinct, mon intuition, d'une façon spontanée. Fait que ça pourrait être ça aussi. Parce que sinon, si ça aurait été un trait fin, c'est que j'ai la maîtrise de mes émotions, ce qui n'est pas du tout le cas pour cette lettre, ce texte. Ok, moi, pour l'inclinaison des lettres, j'allais vers la droite, ou sinon, j'avais aucune inclinaison. Et la droite, ça représente l'avenir, une ouverture vers le présent et l'avenir. Et c'est drôle parce que le texte parlait clairement de quelque chose qui se passait comme dans le présent. Et c'est comme si je faisais évoluer le présent en un avenir un peu farfelu, mais quand même en un avenir que j'envisageais, puisque je parlais de quelque chose qui se passait sûrement dans mon cours avec mon prof
et les élèves et tout ça, avec une petite anecdote qui venait juste d'arriver sûrement, dans les jours qui avaient passé cette rédaction, et que là, j'imaginais une suite à ça. Donc oui, j'étais tournée vers le présent et l'avenir, et oui, j'étais quand même confiante dans le fait d'écrire un texte, parce que c'est ça que ça dit pour une inclinaison vers la droite, et avec l'esprit ouvert, j'étais réceptive, ben c'est sûr. On va pas dire le contraire, hein, avec l'histoire que j'étais allée chercher. Pour ce qui est des marges, on ne pourra pas en tirer grand-chose parce que c'était un texte pour un travail scolaire. Et donc, la marge, je respecte la ligne rouge sur le côté. Et la marge de droite, je vais quand même jusqu'au bout, oui. Parce que souvent, on n'a pas de place pour écrire quand on met ça au propre sur les feuilles que le professeur nous donne. Fait que j'essaie de tout faire fitter dans l'espace qu'il nous a alloué. Parce que j'avais beaucoup tendance à trop écrire, faire des longues histoires, manquer de temps pour la terminer. Et donc, ça finissait tout le temps avec une conclusion de merde. Donc, j'essaie de tout faire rentrer dans les lignes. Mais là, c'est sûr, en plus, une feuille brouillon. Puis je vois quand même que je vais taper la marge de droite quasiment dans le bord de la feuille. Et ça serait supposé symboliser comme ma difficulté à appréhender le futur. Mais le futur de quoi? Le futur de mon histoire ou genre juste mon futur en ce moment? Parce que je suis pas sûre qu'on peut s'en tirer une conclusion pour ça, là. En gros, au niveau de l'aération de ma feuille, c'est sûr que sur le recto, donc la première partie de mon texte, vu que j'écrivais beaucoup plus petit, il y a beaucoup plus de mots. Donc, il y a moins d'aération, mais en même temps, je faisais de grands espaces entre les mots. Mais si je regarde le verso de la feuille, il y a aussi encore beaucoup d'espace blanc, même si les mots sont plus gros et qu'il y a moins de mots par conséquence, mais ça se ressemble quand même. Donc, je te dirais que c'est pas particulièrement aéré, mais c'est pas particulièrement dense non plus, c'est complètement normal. Et cette valeur, mais je l'ai pas signée. Normalement, je les signe, mais juste sur les versions finales. Donc, je peux pas vous dire de quoi à propos de ma signature. Sur ça, je reviens à mon moi du passé pour faire la conclusion de cette vidéo. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ce sujet de vidéo. C'est un nouveau sujet dans ma série Mystère. Pourquoi je fais toujours ça? C'était un nouveau sujet dans ma série Mystère. Je vais vous mettre quelques photos si c'est pas déjà fait. J'en ai peut-être mis pendant que je parlais d'analyse ou de portions d'analyse de graphologie que j'ai pu trouver sur le net. Certains, je pense la plupart ou toutes en anglais, parce que j'ai de la difficulté à en trouver en français. Mais c'est juste pour vous donner une image visuelle, parce que comme moi, il y en a sûrement qui sont très visuels. Puis amusez-vous à comparer votre écriture. Vous allez voir, c'est quand même satisfaisant. Puis dites-moi si ça fait du sens. Puis si vous trouvez un site qui relate beaucoup plus le concret de cette technique que ce que j'ai pu trouver comme information, ben mettez-moi le lien en commentaire aussi, je vais aller voir ça. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis si c'est déjà fait, cliquez sur la petite cloche afin que YouTube ne vous désabonne pas à votre insu et afin que vous receviez toutes les notifications concernant mes vidéos que je mets, parce que mes vidéos, c'est de l'or. Ouais. Tu sais, je me prends pas vraiment au sérieux quand je dis ça. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous allez vous habituer à mon humour, ok? Ok. Voilà! Bye! Je vais me tasser de l'écran. Je vais vous dire de vous abonner. Ici, là, je vais cacher mon bras et je vais mettre une vidéo mystère que je vous recommande si vous avez aimé celle-ci. Et je continue à faire des ronds avec mon doigt parce que je dois mettre un écran de fin qui dure quelques secondes. Bye!